Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 21 septembre. L'icône de la musique Malouf, le chanteur et musicien Hamdi Bennani est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Il était connu pour avoir révolutionné ce genre musical en introduisant des instruments nouveaux et des influences d'autres musiques. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers liés au secteur des mines, de la santé, des finances et de l'agriculture. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. On les écoutera dans notre édition. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la paix. Une conférence de solidarité avec les causes palestiniennes et sahraouis s'est tenue ce matin à Alger où des chercheurs nationaux et étrangers y ont pris part. Nous écouterons dans cette édition le témoignage d'un militant sahraoui ayant subi des tortures par la force d'occupation marocaine. Et nous irons à la fin de ce journal du côté de la côte ouest d'Alger ce matin pour visiter la marina de Sidi Fredj, longtemps abandonnée. Des travaux de réhabilitation sont lancés. Je vous le disais, l'icône de la musique Malouf, le chanteur et musicien Hamdi Bennani n'est plus. Le regretté est décédé ce matin à l'âge de 77 ans. Le chef de l'État a présenté dans un tweet ce matin ses sincères condoléances à la famille du défunt. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui dans un tweet présente ses sincères condoléances à la famille du chanteur et musicien Hamdi Bennani, décédé ce matin à l'âge de 77 ans. Surnommé l'ange blanc à cause de son violon qu'il n'a jamais quitté, Hamdi Bennani, Mohamed Cherif Bennani, de son vrai nom, est né à Annaba en 1943 dans une famille de musiciens qu'il a initié à la musique andalouse et à l'école du Malouf. Son portrait est dressé par Smaïl Belkaidia. Le Cheikh Hamdi Bennani, le virtuose et emblématique maestro du Malouf, nous quitte à l'âge de 77 ans après une courte maladie. Ayant fait ses débuts à l'âge de 16 ans, l'ange blanc et son violon blanc marqueront la musique algérienne tout au long d'une riche et longue carrière jalonnée de succès. Tu sais, un artiste n'a pas de retraite. Mais je dis une chose, mon cher Smaïn, on peut chanter, mais le jour où on ne peut plus, il faut s'arrêter. Ouais. Gentiment. Il a été le digne représentant du Malouf et de sa ville natale Annaba, qu'il a vu grandir pour s'imposer grâce à ses envolées lyriques d'une rare qualité. Avec le décès de Bennani Hamdi, l'art algérien perd une icône de la musique andalouse. Adieu, Cheikh. Et nous présentons nos condoléances à la famille Bennani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers liés au secteur des mines, de la santé, des finances et de l'agriculture. Plusieurs mesures et décisions ont été annoncées. Les détails avec Nesrine Ben Saidi. Après présentation et adoption des exposés dans le secteur des mines, de l'agriculture, de la santé et des finances, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné plusieurs orientations et instructions concernant notamment le secteur des mines, où le chef de l'État a demandé l'actualisation avec précision de la cartographie minière nationale pour définir les zones à exploitation industrielle et celles à exploitation artisanale. Dans l'attente de la révision de la loi minière, le président de la République a ordonné le lancement immédiat de l'exploitation artisanale en recourant à des solutions conjoncturelles, la valorisation des initiatives individuelles et leur libération de toute entrave bureaucratique pour encourager les jeunes de la région à exploiter ce minerai, tout en chargeant le Premier ministre de tenir une réunion de coordination entre les ministères concernés par l'extraction de l'or et le ministère de la Défense nationale en vue de traiter les questions liées à l'interdiction de l'exploitation illégale et anarchique par les orpailleurs illégaux dans la région, parallèlement à la sauvegarde des monuments culturels et sites archéologiques dans le Grand Sud. De son côté, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été instruit d'accompagner les entreprises concernées par ce projet et d'assurer la sécurité au niveau des circuits d'exploitation en coordination avec le ministère de la Défense nationale. Le président de la République a également instruit le ministre des Mines à l'effet d'accélérer l'exploitation de la mine de fer de Rardjbilet et du gisement de zinc et de phosphate de Oued Amizour. Dans le secteur de la santé, le président de la République a ordonné la réalisation d'un centre anti-cancer dans la wilaya de Djelfa avec pour délai le 15 octobre prochain comme délai pour poser la pierre angulaire de ce projet. Assurer les prestations hôtelières nécessaires pour l'hébergement des familles accompagnatrices venant de loin et encourager les donateurs dans ce sens. À défaut, l'État s'en chargera. Au volet finances, le président de la République a exhorté à œuvrer à tirer profit des institutions financières à travers l'acquisition des postes au sein de ces entreprises ainsi que le financement au profit de l'Algérie. L'ouverture de banques algériennes à l'étranger en vue de permettre aux Algériens expatriés le dépôt ou le transfert de leur argent. Concernant le secteur de l'agriculture, le Conseil des ministres a approuvé des décisions permettant l'octroi de terres agricoles aux sinistrés dans la wilaya de Mila. Au terme de la réunion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a pas manqué de donner les instructions en établissant un rapport concernant les rentrées scolaires et universitaires en vue de le présenter au Conseil des ministres lors de sa prochaine réunion. Le rapport portera sur la possibilité de poursuivre les études concernant les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la formation professionnelle, et ce, en vue de suivre l'évolution de la pandémie de coronavirus concernant notamment le transport et l'hébergement. Par ailleurs, le chef de l'État a ordonné la révision et l'assainissement du fichier national du logement et de soumettre tout engagement financier concernant l'importation à une approbation antérieure du Conseil du gouvernement en vue de protéger le produit national et encourager la consommation du produit local. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé dans le cadre de ses rencontres périodiques et régulières avec la presse nationale une entrevue à des responsables de médias nationaux lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et régionales. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a appelé notamment à l'impérative réduction du budget destiné aux transferts sociaux, aussi entre 12 et 14 milliards de dollars par an, sans pour autant attenter aux catégories défavorisées. On l'écoute. Les transferts sociaux varient entre 12 et 14 milliards de dollars par an. لازم نقلصها بصفه ولا اخرى بدون ما نمس الفقراء تاع البلاد والمعوزين. بدينا انا نحيت لهم الضرائب هذه تاع اقل من 30 ألف دينار
نزيدوهم في الدعم نتاعهم باش تبقى نفس الفرص والعيش الكريم لكل جزائري. الفقير ما يتحملش الاسعار الحقيقيه، لازم ندعمه. كيفاش ندعمه؟ ندعمه بسك شهري. Le président de la République a par ailleurs assuré qu'il ne tolérerait aucun agissement qui porterait atteinte aux intérêts des citoyens, affirmant une prise en charge graduelle des préoccupations citoyennes. On l'écoute à nouveau. فيه مشاكل لازم تتصدى لها، هذه هي المسؤوليه. انا كنت عارف باللي ما غاديش نلقى الورد، ولكن الامور تحل تدريجيا. قهقرنا في عده ميادين، اصبحنا بالنسبه للانترنت، انا بالنسبه لي هذا الشيء ما شرفناش. بلاد اللي ماشيه لي ستارت اب، ماشيه ليكونومي نيميريك، ماشيين الكوميرس الكترونيك، ماشيين البايمون الكترونيك، ما تقدرش تمشي لهاد الصوالح لما عندكش تضمن بالاقل انترنت فيابل. اليوم شفنا بالنسبه لبعض المكاتب تاع البريد يقولوا انترنت راه مقطوع، والسيد دايرين لاشان باش يدوا دراهم قال انترنت مقطوع. من هاد الامور هذه انا شخصيا اعوذ بالله من قولت انا والله العظيم ما نزيد نتسامح فيها. Il faut sécuriser, surtout l'amakin اللي يجيهم الشعب. Lors de son entrevue, le chef de l'État a affirmé que la liberté de la presse était garantie en Algérie et qu'aucune restriction n'y est imposée, précisant que la liberté d'expression avait des limites et qu'il existait des lois applicables à tout un chacun. 180 جريدة يومية، 180 titres quotidiens، ما يقارب 8500 صحفي. 180 جريدة هذه الورق اللي تطبع فيه مدعم من طرف الدولة، تطبع في مطابع الدولة إلا 5 ولا 6 ولا اللي عندهم المطابع تاعهم. ما تخلصش المطابع، ما همش يدفعوا المطابع، كانوا المديونين عند المطابع نتاع الدولة. تعطيه الإشهار وينتقدك ولا واحد تمس. تضييق على حرية التعبير، تقول لي تضييق على الشتم، معاك فيه تضييق على الشتم، سيفيني. الفوضى هذيك ما بقاتش، واحد يسبك انت وغدوه يسب الاخر وانت تعاود تسب والاخر يعاود يسب، ونشرحوا في البلاد ونديروا فيها اللي ما فيهاش ولي فاك نيوز. وهذه فيه قانون، فيه قانون والقانون يطبق على الجميع. Le chef de l'État s'est également exprimé sur le dossier mémoriel. À ce propos, il a affirmé que la chaîne de télévision dédiée à la mémoire sera lancée le 1er novembre et traitera entre autres de toutes les questions de l'histoire coloniale de la France en Algérie. On l'écoute. تعيين المستشار بنجامين ستورة أعتقد أنه تعيين صايب. لكن باش تكونوا في صورة، بنجامين ستورة جاو حتى رسائل تاع تهديد وجاوه رسائل يهدوا فيه، يعني الناس ما بغاش تحشم على روحها. مانيش نهضر على السلطة الفرنسية، فيه لوبي زاد وكبر وترعرع في الكراهية وراهم يضيعوا في وقتهم. بغا يستعمل لي زوانجي، بغا يستعمل هذه، بغا يستعمل مقالات، بغا يستعمل الجزائر حرة مستقلة 58 سنة وما تسمحش في السيادة نتاعها، راه يضيع في وقته. يتلاهوا بصوالحهم أحسن لهم. هذه الكراهية هذه نتاع الجنة اللي فقدوها ونتاع كذا ونتاع كذا، صبحت تأثر في العلاقات بيننا وبين الدولة الفرنسية. وما نتراجعوش حنايا، تراجعوش. السوفرانتي نتاعنا ما تمسش بشبر. الذاكرة هي الذاكرة، والتلفزيون تاعنا تنطلق ان شاء الله ل 1 نوفمبر، التلفزيون تاع الذاكرة، ونجيبوا فيها القديم والجديد. والروفات نتاعنا نجيبوها ولي زارشيف تاعنا نجيبوها. و سيت اون كونديسيون دو rétablissement de bonnes relations paisibles et apaisées مع l'ancienne puissance coloniale.
Sur les questions internationales, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne qui est sacrée pour nous et pour l'ensemble du peuple algérien, déplorant dans ce sens l'empressement pour la normalisation avec l'entité sioniste. أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. قضية تاع فيش حل قضية الفلسطينية، ربما من على نهار 3 في الخطاب تاعي في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة غادي نكرر نفس الشيء. القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، أم القضايا، قضية جوهرية ما تتحل إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وتم أعتقد في حالة ما تكون فيه إعلان تاع الدولة الفلسطينية رسميا مشكل الشرق الأوسط يتحل. مفتاح الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية. Pour ce qui est de la Libye, le chef de l'État a renouvelé la position de l'Algérie en faveur d'une solution durable émanant de la légitimité populaire électorale sous l'égide des Nations Unies, soulignant que cette question nous concerne en tant que pays voisin et qu'il n'y aura aucune solution sans notre participation. On écoute le chef de l'État. قلنا الشأن الليبي هو شأن تاعنا. ما قلنا شيء ما يندار في ليبيا بلا بينا. ونزيد نكررها. الحل الدائم هي الشرعية الشعبية. لازم بصفة ولا أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة ونفرض نفوسنا باش نشارك. ما ناش حنا رانا جيران، عندنا 1000 كيلومتر حدود، عندنا راينا في الشيء اللي راه يصرى في ليبيا. إذا لازم نشارك حنا مهما كان الحل لازم يشاركونا فيه. ما شاركوناش ناخذ مسؤولياتنا. Le président de la République a enfin assuré que l'Algérie suivait de près la situation au Mali, avec lequel elle est en contact permanent, exprimant son souhait de voir la période de transition réduite au minimum. وعلى رأس الدولة المالية لازم يكون واحد مدني. هذه من الشروط تاعنا، وإلا ما ناش ماشيين في الحل. وهما راهم واجدين نفسهم بيننا وبين لا سي دي او فيه مفاوضات. لا سي دي او ما اتصلوش بينا، ما شاورونا، ما هضروا معنا، وحنا تاني ما نشاوروهم، ما نهضروا معاهم. هذا هو الحل المالي. حل 90% يكون جزائري. احنا المالي امتداده الجزائر، مش دول ابعد منا. ثانيا احنا فرضنا ونفرضوا ونأكدوا ان شمال مالي ما فيش حل من غير التعهد نتاع الجزائر، نتاع لي زاكور دالجي. هذه لازم ياخذوها بعين الاعتبار، لان ماهوش غير مشكل الشرعيه، باش يرجعوا للشرعيه الدستوريه. الشرعيه الدستوريه وحل مشكل شمال مالي. C'était donc là les principales déclarations du chef de l'État lors de l'entrevue qu'il a accordée aux médias nationaux. Lors d'une rencontre à Mascara, qu'il a réunie avec les acteurs du mouvement associatif local, Nazih Bourmdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a annoncé qu'une stratégie sera élaborée prochainement à l'effet d'organiser le travail du mouvement associatif en Algérie. Bourmdan qui a par ailleurs souligné que les rencontres organisées avec les acteurs du mouvement associatif au niveau des wilayas se poursuivront jusqu'au 18 octobre prochain. Karim Haïfa. Le projet de révision de la Constitution qui sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain accorde une place de choix à la société civile qui devra jouer pleinement son rôle d'allié décisif dans l'édification de l'Algérie nouvelle. Nazih Bourmdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a réaffirmé depuis Mascara la volonté politique exprimée par le président de la République pour la promotion du rôle de la société civile et le renforcement de sa relation avec les institutions de l'État dans le cadre de bases démocratiques participatives pour servir l'intérêt général du pays. Pourquoi le président de la République a choisi le 1er novembre ? Parce que le Hirak populaire, qui est en préambule de la Constitution,
a cette volonté de changement, la volonté des jeunes et du peuple algérien de voir une Algérie nouvelle, où la voix du citoyen ainsi que celle de la société civile est écoutée et considérée avec une constitution qui établit un État moderne. Nazih Ben-Ramdan a fait remarquer par ailleurs dans ses réponses aux interventions des représentants de la société civile de Mascara que l'édification de l'Algérie nouvelle, à laquelle a appelé le président de la République Abdelmadjid Tebboune, connaît actuellement ses premiers jalons et nécessite de la patience, de la persévérance et la participation de tous, à l'instar des acteurs de la société civile. La réalité des choses dans chaque wilaya que je connais personnellement démontre que la société civile a cette volonté de faire et inflexible d'être toujours au service de la société, du citoyen, de son pays et de l'avenir de l'Algérie. Appuyé aujourd'hui par cette volonté politique du premier magistrat du pays, à savoir le président de la République qui a cette volonté politique d'un changement profond à tous les niveaux. Nous voulons une Algérie nouvelle, une Algérie moderne, une Algérie forte avec son économie. Tous ces projets ne peuvent devenir réalité sans l'intervention des institutions techniques de l'État. Il faut mettre en place un cadre organisationnel entre la société civile et les associations au niveau local pour qu'elles puissent participer de façon effective au développement du pays. Les rencontres organisées avec les acteurs du mouvement associatif au niveau des wilayas se poursuivront selon Ben-Ramdan jusqu'au 18 octobre prochain. Ben-Ramdan qui a fait savoir que l'équipe de travail technique chargée de mettre en place la plateforme numérique du mouvement associatif national au niveau de la présidence de la République poursuit son travail dans le but de la mettre en place avant la fin de l'année en cours. Une plateforme qui contribuera toujours selon Ben-Ramdan aux efforts de développement du rôle de la société civile et du mouvement associatif algérien à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Au volet santé, le bilan du Covid-19 toujours en baisse en Algérie. 203 nouveaux cas confirmés de coronavirus selon les derniers chiffres annoncés. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. Aujourd'hui, le dimanche 20 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 203 nouveaux cas, 97 nouvelles hospitalisations, 124 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 203 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. 22 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. 20 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 6 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Les patients décédés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 97 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 35 047 patients guéris, dont 124 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à la population de rester vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Je vous le disais en titre, nous commémorons aujourd'hui la Journée internationale de la paix. À cette occasion, une conférence se tient ce matin à Alger sur les questions palestiniennes et sahraouis. Des représentants diplomatiques et des chercheurs nationaux et étrangers y participent, notamment par visioconférence, défendant les causes palestiniennes et sahraouis. Une journée de solidarité où la position de l'Algérie, qui soutient la résolution 1514 de l'ONU portant droit des peuples à l'autodétermination, a été mise en avant. Dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui, le Croissant Rouge algérien a procédé hier à l'envoi d'une caravane humanitaire de 80 tonnes de différentes denrées alimentaires et divers produits de première nécessité ont été acheminés au camp. Cap à présent à Tindouf, au sud du pays. Voici le portrait de Saïd Nouawra, volontaire au sein du Croissant Rouge algérien, bénévole et militant de la cause sahraoui. Il est engagé dans la cause humanitaire depuis plus de 20 ans. Walid Yousfi. Depuis plus de 21 ans, Saïd Nouawra milite avec ferveur pour la cause sahraoui avec le Croissant Rouge algérien. Un travail humanitaire qui a débuté à la fin des années 90 à Tindouf, dans le sud du pays. Dès lors, Saïd ne quitte jamais les camps de réfugiés sahraouis.
Mon militantisme avec le Croissant Rouge algérien auprès du peuple sahraoui a débuté en 1999. Et cela fait plus de 21 ans que je suis coordinateur du Croissant Rouge algérien à Tindouf. Après tant d'années, je considère que le peuple sahraoui est un peuple frère, ce qui me touche personnellement. Un dévouement qui force l'admiration de ses confrères. Saïd est très humble, c'est un patriote qui travaille ici en tant que bénévole. Il représente très bien le Croissant Rouge algérien. Une passion transmise à ses proches. La solidarité avec le peuple sahraoui et le travail humanitaire sont une affaire de famille. Ma famille s'investit totalement dans le travail humanitaire. Ma femme est une employée du Croissant Rouge algérien et j'ai 3 fils qui y sont bénévoles. Nous nous sommes habitués au travail humanitaire. Notre amitié pour le peuple sahraoui nous encourage à donner encore plus de nous-mêmes et soutenir ce peuple frère. Depuis notre plus jeune âge, notre père nous encourage à faire du travail humanitaire. À de nombreuses reprises, nous avons participé à des opérations de solidarité en faveur du peuple sahraoui avec le comité de wilaya. Un élan de solidarité qui dure depuis plus de 2 décennies. Saïd fait partie de nombreux bénévoles militants inconditionnels pour la cause sahraoui. On reste avec le dossier sahraoui pour évoquer la torture et les pratiques inhumaines perpétrées par la force d'occupation marocaine à l'encontre des militants sahraouis dans les prisons marocaines. Mohamed, âgé de 42 ans, aujourd'hui revient sur cette partie de sa vie. Malgré les séquelles, il poursuit son combat pour l'autodétermination du peuple sahraoui. On écoute son témoignage, il était au micro de Afef Belhouchet. Je m'appelle Mohamed Bella. Je suis né en 1979 dans la ville de l'Ayoun occupée. En 2005, j'ai été appréhendé et considéré comme prisonnier politique, alors que je n'étais qu'étudiant en 2e année universitaire, spécialité Histoire Géo. Mon arrestation a eu lieu le 8 août 2005, suite à une enquête sur moi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je faisais partie d'une cellule secrète dans la région. Et depuis cette date, j'ai été torturé physiquement. On a attenté à ma dignité en utilisant des bouteilles en verre, une pratique connue pour torturer les prisonniers politiques. Ils ont même menacé de porter atteinte à ma famille. Il faut savoir que j'ai subi une énorme pression psychologique à cause des tortures qui se pratiquaient sur d'autres personnes qui eux aussi étaient prisonniers politiques et qui étaient à côté. J'entendais leurs cris à partir de ma cellule. La pire torture que j'ai subie était celle où on m'attachait les poignets et les pieds sur une barre suspendue, comme pour rôtir un poulet. Et la durée de condamnation des prisonniers politiques pouvait aller de 9 mois à 20 ans. Après 30 jours passés là-bas, j'ai pu faire entrer une caméra avec la complicité d'un des agents de sécurité corrompus. D'ailleurs, ils pouvaient facilement être achetés. Et ils le sont toujours. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ses prisonniers au Maroc, ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Aujourd'hui, grâce à cette caméra, plusieurs prisonniers politiques et moi-même sommes libres. Cette photo a permis de dévoiler et de dénoncer le Maroc quant à ses mensonges sur le traitement de ses prisonniers au Maroc, ainsi que ceux dans le Sahara occidental. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai eu la chance d'avoir un visa, ce qui m'a permis de quitter la région et aussi de continuer mon combat pour la cause du Sahara occidental en tant que militant sahraoui au-delà du territoire occupé. Ce qui nous a permis de nous constituer en association et organismes, en somme, en société civile pour faire pression, surtout à partir de la France qui bénéficie du droit de veto.
La France a toujours été contre tout ce qui était dans l'intérêt du peuple sahraoui et son autodétermination. Seules les urnes peuvent trancher dans cette situation et permettre au peuple sahraoui de décider de son destin. Et c'est ce qu'on demande depuis longtemps. D'ailleurs, ils sont nombreux à être sacrifiés pour cette cause. Et on revient au pays pour longer la côte ouest d'Alger, la côte ouest connue pour ses belles plages. La marina de Sidi Fredj est un site incontournable, longtemps abandonné. Des travaux de réhabilitation sont lancés depuis quelques années. Malgré cela, la marina continue à accueillir ses visiteurs, un haut lieu touristique qui n'attend que de retrouver sa stature d'antan. Le reportage de Semira Hadjamar. 1971. Il y a 50 ans bientôt que la méthode Pouillon s'est édifiée dans la construction du fabuleux complexe touristique de Sidi Fredj. Un édifice qui se démarque par le pittoresque et le langage d'une architecture multiculturelle. Le port de plaisance de Sidi Fredj est la seule marina existante en Algérie. Elle a été construite en 1974 sous la conception du grand architecte Fernand Pouillon. Et la marina, sa particularité, c'est que vous avez ici en face de vous cette tour de couleur rouge au ocre. Elle représente quelque chose vis-à-vis de l'histoire. La France est rentrée par ici. L'État algérien en 1974, en construisant ce complexe, par la représentativité de cette tour, elle représente par vue aérienne une godasse du colon français, puisque les colons français sont entrés par là. Donc, c'est une perspective donnant un message de paix au monde. La marina, premier et unique port de plaisance en attendant celui des Sablettes, n'attend qu'un petit souffle pour reprendre sa place dans les standards internationaux. La place qui lui sied. La nouvelle direction installée depuis une année, après une mission d'audit, on avait trouvé que le port de plaisance, la marina d'une capacité de 450, maximum 500 places pour des bateaux de plaisance, nous sommes à pratiquement presque 800 embarcations qui sont amarrées. Donc ce surplus, il y a un travail d'assainissement qui est en train de se faire en collaboration avec les autorités locales telles que les gardes-côtes, la police de l'air et des frontières qui sont installées au port pour étudier chaque dossier et laisser en priorité les plaisanciers s'amarrer ici. Parce qu'actuellement, il y a même des petites embarcations de pêche. Cependant, des plaisanciers sont inquiets du devenir de la marina. Coincés au port, bateaux et propriétaires semblent envasés dans une situation inextricable. Il y a une contrainte de taille actuellement, c'est que la marina de Sidi Fredj, elle a un problème d'envasement de l'entrée principale. Ce problème est dû à des courants. Donc il y a eu une opération de dragage qui a été effectuée en 2018. Ça a coûté aux environs d'1 milliard de centimes. Ça coûte énormément d'argent. Et actuellement, nous avons entrepris les démarches avec les autorités compétentes. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'autres intervenants. Qui sont le ministère des Transports, le ministère des Travaux Publics, le ministère de l'Environnement. Donc pour essayer de désengorger. Mais le problème, d'après les données techniques que nous avons, c'est un problème qui risque de se reproduire. Tant qu'il n'y a pas une solution technique adéquate apportée par les techniciens concernés. L'espoir, c'est quoi? C'est que ça soit mieux organisé, que ça soit un port accueillant pour nous, les nationaux, et pour les étrangers. Ça serait une image de l'Algérie. L'endroit est magnifique. Il pourrait être de renommée mondiale. Moi qui ai voyagé et qui ai fait tellement de ports, je peux vous dire que celui-là, il est bien placé mondialement. Il suffit un peu plus d'organisation. Si la situation financière du pays le permet aussi, d'agrandir la marina et de la rendre comme avant, la plus grande marina, peut-être l'une des plus grandes de l'Afrique du Nord.
pour la Méditerranée. Ouverture sur le monde. La marina de Sidi Fredj pourrait, pour ses noces d'or, recouvrir sa superbe. Pour peu que les énergies se fédèrent, c'est tout le bien que nous lui souhaitons. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amal Arabi pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.